Grande émission innovation consacrée au secteur de l'eau avec à mes côtés Alain Delamette. Bonjour Alain. Bonjour Georges. Tout va bien? Tout va bien. Deuxième journée d'émission TV. Et on a la chance, on n'a pas de neige cette année. Voilà, tant mieux pour l'instant. Bon, logiquement, ça ne devrait pas s'aggraver. Les températures devraient rester positives. À vos côtés, vous avez Didier Hegel, qui est président de l'Union nationale des industries et entreprises de l'eau et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis 3 entreprises que vous avez donc sélectionnées. On verra pour quelles raisons vous les avez sélectionnées tout à l'heure. À mes côtés se trouve Valentine Pandelet, qui est responsable communication de Plymouth française, exactement, Plymouth française. Juste à côté d'elle, Pedro Carrera, qui est le directeur marketing de Sensus France. Et puis Cyril Lemoine, qui représente Veolia Eau, Veolia Water, donc qui est vice-président de Andetech et qui nous présentera son innovation. D'abord, comme on le fait chaque jour, Alain, peut-être un point un petit peu sur la recherche publique, à travers non seulement, je dirais, les dossiers reçus dans le cadre des innovations de Polytech, mais aussi tout simplement les innovations qu'on remarque dans le secteur de l'eau tout au fil des ans. Hein. Alors, comme chaque année, on a beaucoup d'innovations dans le secteur de l'eau. Alors, au niveau de la recherche publique, c'est toujours des sujets sur la purification de l'eau, bien entendu, destinée au réseau, l'utilisation de nouvelles membranes, l'utilisation des UV avec des lampes de nouvelle génération, l'utilisation de nouveaux adsorbants, c'est aussi la détection des micropolluants. Et pour ce qui concerne les eaux usées d'origine urbaine ou industrielle, des travaux de recherche importants sont effectués sur la phytoépuration. Concernant les stations d'épuration, on a des recherches sur la transformation véritablement de stations d'épuration en véritable bioraffinerie. On a même un lauréat cette année du prix des techniques innovantes pour l'environnement qui imagine la production d'hydrogène à partir de stations d'épuration. Bon. Pour ce qui est des innovations là, réellement présentées par le secteur industriel qui est présent donc, à Polytech, il y a des sujets communs avec la recherche publique. C'est celui notamment de la détection des polluants, l'analyse en continu des polluants et de la qualité des eaux. Hein. C'est la purification des eaux par UV, décontamination, etc. Bon, ça, ce sont des sujets communs. Par contre, ce que l'on voit à l'intérieur du salon, ce sont des sujets un peu différents qui concernent la recherche, l'innovation du secteur privé. C'est les traitements des eaux de pluie ou de ruissellement, qui n'est pas du tout abordé par la recherche publique. Le transfert des eaux, c'est le grand centre pour le transfert des eaux avec les pompes, des canalisations, tout ce il y a beaucoup d'innovations toujours dans ce domaine. Le transport des eaux, comme je disais, les réparations des conduites, parce que malheureusement il y a pas mal de fuites, la détection des fuites, la détection des réseaux, la localisation des réseaux. Et heureusement, le législateur maintenant oblige à pouvoir détecter les réseaux, alors qu'avant, on avait des problèmes, on ne savait pas très bien où se trouvaient les réseaux. Alors, pour ce qui est détection des réseaux, bien entendu, c'est lié souvent au problème de fuite, donc débimétrie, tout un tas de choses. Il faut dire qu'en France, on a malheureusement des fuites importantes au niveau global, mais qui sont très très variables d'une ville à l'autre. À Paris, par exemple, on considère qu'il y a environ 3,5 à 4,5% de fuite d'eau, alors que dans une ville, je crois que c'est Arles, il y a 40% d'eau qui est perdue. C'est très très... c'est pas comparable avec ce qui se passe à Mexico, où entre la montagne et puis les 400 km pour arriver à Mexico, il y a 50% d'eau qui sont perdues. Hein. À l'entrée de Mexico. Bon, ne parlons pas de l'Afrique, ou alors l'Afrique où on arrive là à 70% de pertes. Alors, cette eau, elle est bien entendu de plus en plus chère et on voit au niveau
des entreprises qui traitent l'eau, ça a un coût du fait des difficultés de traitement liées notamment aux produits pharmaceutiques que l'on retrouve dans les eaux. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne réutilise pas de l'eau partiellement traitée ou traitée, mais pas de l'eau potable, pour être utilisée sur des golfs, parce que moi, à mon avis, mettre de l'eau potable sur des golfs, c'est un peu dommage, ou bien arroser son jardin, laver des voitures, c'est un peu dommage. Oui, là vous abordez la question de la réutilisation de l'eau par segment, c'est-à-dire les usages. En fait, on se dit, c'est vrai, il y a de l'eau qu'on pourrait réutiliser pour certaines activités, et on voit bien que c'est pas organisé comme ça, et que malheureusement, en tout cas en France, mais dans d'autres pays développés, on a tendance un petit peu à gaspiller, faute d'organisation des réseaux. En France, de l'eau stockage, de réutilisée, transport, c'est etc. 8 millions de mètres cubes, je crois, à peu près 8 millions de mètres cubes, alors qu'en Espagne, il y a 350 millions de mètres cubes. Pourquoi cette différence? On va poser la question à Didier Heguel, Voilà, qui est président de l'Union nationale des industries et entreprises de l'eau et de l'environnement. Cette question, cette idée lancée par, qui n'est pas nouvelle, mais qui a le mérite d'exister par Alain, pourquoi ne pas réutiliser plus l'eau? C'est un sujet assez fondamental, et je dirais qu'il est devenu de plus en plus, au travers de toutes les sécheresses diverses et variées que nous rencontrons, y compris en France. Et l'UIE que je préside, et notamment l'un de ses syndicats, le Synto, dont j'étais l'ancien président, qui rassemble l'ensemble des traiteurs d'eau français, c'est-à-dire ceux qui réalisent les usines d'eau potable, les stations d'épuration, et qui disposent des technologies pour réutiliser l'eau, se mobilise depuis longtemps pour accroître justement le volume d'eau usée retraitée, afin de diverses autres utilisations sur lesquelles on pourra revenir, parce que évidemment c'est un sujet techniquement complexe et sanitairement complexe également. Alors techniquement déjà, parce qu'il faut récupérer de l'eau, la stocker, la transporter, la réinjecter dans un réseau, ça c'est les grands problèmes qu'on rencontre? Pas forcément? En fait, c'est complexe, mais techniquement tout est possible. Il faut quand même avoir en tête que depuis quasiment 20 ans ou 30 ans, la ville de Windhoek en Namibie, par exemple, remet de l'eau usée traitée dans son réseau d'eau potable. Donc on sait tout faire, y compris de la potabilisation à partir d'eau usée retraitée. Après se posent des aspects sanitaires. Après, on affronte évidemment les aspects réglementaires qui sont mus par les aspects sanitaires. Et il est vrai qu'en France, donc je valide complètement les chiffres cités par Alain, dans le monde, c'est 7-8 milliards de mètres cubes d'eau usée qui sont réutilisés. En Espagne, 350 millions, et en France, 7 millions. C'est-à-dire une quantité tout à fait négligeable. Et on pourrait aller beaucoup plus loin. Pardonnez-moi. Alors donc, l'aspect réglementaire, parce que c'est celui-là qui conditionne tout, finalement. Donc, et dans les mains, essentiellement, en France, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Santé, et, à juste titre, mettent en avant le principe de précaution par rapport au risque de pollution bactérienne, d'infection des populations, etc. Alors ça vaut, selon nous, essentiellement pour l'aspersion. Donc on comprend très bien que les dispositifs d'aspersion doivent être extrêmement bien calibrés pour ne pas risquer de créer des aérosols avec des pollutions bactériennes, etc. Bien qu'on sache aussi très bien éliminer cette pollution bactérienne des eaux usées traitées. Mais on peut dire que, pour résumer, la difficulté que nous affrontons en France est essentiellement réglementaire. Et cet aspect réglementaire ne décourage pas les entreprises, mais décourage aussi les maîtres d'ouvrage. Parce que c'est une longue galère de pouvoir utiliser son eau traitée. Je vous donne un exemple qui est assez actuel. L'un de nos adhérents, qui appartient au groupe Veolia d'ailleurs, a réalisé il y a quelques années, je crois 2-3 ans, ou vient de terminer, enfin, la station d'épuration de Cherbourg. Non, pas de Cherbourg, de Cabourg, excusez-moi. La station d'épuration de Cabourg est située juste près de l'hippodrome.
Et il était prévu initialement de pouvoir réutiliser les eaux traitées pour arroser l'hippodrome. Parce qu'un hippodrome, c'est comme un golf, hein, ça utilise énormément d'eau. Bon, et les humains, à ce qu'on sache, ne vont pas brouter l'herbe des hippodromes. Et en général, on ne mange pas les chevaux de course non plus. Donc vous voyez, le principe de précaution va quand même assez loin. Et en l'occurrence, cette société, donc OTV, pour ne pas la nommer, qui appartient au groupe Veolia, a réalisé cette usine qui est équipée de dispositifs membranaires, qui a toute la technologie pour pouvoir réutiliser cette eau traitée. Et cette eau traitée est donc rejetée dans la rivière qui passe à côté, alors que l'hippodrome serait demandeur des milliers de mètres cubes par an que pourrait produire cette usine. Et cette société, donc l'OTV, affronte le principe de précaution, parce que au cas où, effectivement, il y aurait une pollution bactérienne, que les pauvres chevaux s'arrêteraient pour brouter entre-temps, etc. Alors tout ça, c'est un peu de la caricature, mais c'est quand même une réalité. Vous posez un premier paradoxe, c'est-à-dire dans un pays, la France, qui, en termes d'organisation de la gestion de l'eau, avec les agences de l'eau, qui est quand même un modèle assez remarquable en France, plus les grands opérateurs, tous les grands opérateurs, les mondiaux sont en France, on n'arrive pas, pour des raisons que vous exposez, effectivement, à augmenter le volume d'eau réutilisée. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Alors, vous êtes le nouveau président de l'Union nationale des industries et entreprises de l'eau et de l'environnement, et vous avez fait de votre mandat, si je raccourcis, le mandat de l'innovation. Vous avez dit, il faut que vous constatez qu'il y a un cadre réglementaire qui est lourd, mais il faut que nos adhérents, que l'industrie de l'eau en France innove. Alors, deux questions. Sur quelle base et est-ce qu'elles ont encore la capacité d'innover? Alors oui, évidemment, toutes nos entreprises, et pas uniquement les traiteurs d'eau, mais l'ensemble des entreprises qui font partie de l'UIE, parce que je rappelle que l'UIE rassemble l'ensemble des syndicats du cycle de l'eau, du captage jusqu'au rejet, donc il y a du transport, il y a du traitement, il y a de la réutilisation des eaux pluviales, de la récupération d'eau de pluie, du stockage, etc. Donc on est dans l'ensemble du cycle de l'eau, y compris les équipementiers du traitement d'eau. La plupart de nos entreprises sont innovantes et chaque année développent, malgré la difficulté du marché, etc., de nouveaux produits, de nouvelles applications. Donc le terreau pour cette innovation existe au sein de nos entreprises. On ne peut nier en ce moment que les difficultés économiques, etc., sont un frein quand même à la grande expansion de ces innovations, mais les ingénieurs, parce que ce sont des entreprises extrêmement techniques, hein, sont toujours sur la brèche pour développer ces nouveaux produits. Donc je dirais que mon combat, puisque vous citez le terme pour mon prochain mandat, c'est effectivement non pas de pousser les entreprises à innover, parce qu'elles le font naturellement, mais surtout de pouvoir faire en sorte que ces innovations soient aidées, reconnues surtout. Vous voyez, en ce moment, enfin depuis toujours, je dirais, le Code des marchés publics, parce que beaucoup de nos entreprises travaillent dans le cadre du Code des marchés publics, ne reconnaît pas vraiment l'innovation dans la manière de dévouloir les marchés publics. Donc ça voudrait dire introduire un critère. Bah, disons, il existe. Le pire, c'est qu'il existe. Oui, il existe. Il existe dans le Code des marchés publics. On a un maître d'ouvrage a toute l'attitude de donner sa chance à une entreprise 5-10%, innovante, etc. Un critère qui permet d'admettre des innovations à l'occasion des marchés qui sont lancés par les collectivités locales. Mais il faut reconnaître que historiquement et traditionnellement, on en revient hélas trop souvent au simple critère de prix. Non pas que les innovations soient plus chères d'ailleurs, hein, mais vous savez, cet aspect nouveauté, inconnu, est très pesant sur l'administration d'une manière générale. On peut comprendre parfois, parce que un maître d'ouvrage, un maire, un président d'agglomération, etc., qui pourrait avoir l'impression qu'il prend un risque technique pour sa collectivité, devient exposé. Bon, donc il faudrait pouvoir protéger aussi les maîtres d'ouvrage qui encouragent les innovations. Donc on est, vous voyez, dans un domaine où ce n'est pas uniquement l'un ou l'autre qui est responsable, mais c'est toute la chaîne de création, d'innovation et de reconnaissance et d'attribution d'affaires, de projets qui peuvent mettre en œuvre ces innovations, qui doivent être, je dirais, activées. Oui, voilà. Reconnues, activées. C'est un peu ce que j'ambitionne de faire, c'est d'activer ce système, de faire reconnaître la qualité des innovations de nos entreprises, de nous faire entendre
et de faire bouger éventuellement, non pas le code lui-même, mais l'interprétation du code. Voilà. J'ai une dernière question, mais vous pouvez bien sûr Ce n'est qu'un intervenir dans exemple. la suite de l'émission. Une question avec une réponse courte, s'il vous plaît, sur l'image des opérateurs de l'eau en France. On dit souvent que l'eau est trop chère. Il y a même des collectifs qui se forment pour revenir en régie. Alors, qu'est-ce que vous, président de l'UIE, vous dites à cette partie de la population qui, fort justement, voit sa facture d'eau augmenter? Qu'est-ce que vous leur dites? À quoi ça correspond? À quoi ce modèle économique correspond? Alors, tout d'abord, c'est une vaste question. Je vais, premièrement, vous dire très clairement que l'UIE rassemble des entreprises de construction, d'ingénierie, de construction et de fabrication, et ne rassemble pas les distributeurs d'eau. Les distributeurs d'eau sont dans un autre syndicat qui s'appelle la FP2E. Donc, je ne vais vous répondre qu'en tant qu'observateur du milieu et observateur du métier, dans lequel je suis depuis presque 40 ans maintenant, et non pas comme un pur acteur impliqué. Peut-être d'ailleurs que ma réponse n'en aura que plus de poids, je l'espère en tout cas. Donc maintenant, après avoir fait ce préalable qui me paraît important, parce que je ne défends pas ma paroisse en l'occurrence, je défends les partenaires, je défends ceux qui mettent à notre disposition de l'eau potable à nos robinets et qui traitent nos eaux usées. Sincèrement, je pense que ce débat n'est pas un bon débat, qu'il est faussé, que globalement le prix de l'eau en France est très raisonnable, et que toute la technicité qui conduit justement à la production d'une eau potable de qualité, à un traitement des eaux usées de qualité, n'est aujourd'hui même pas reconnue dans le tarif qui est appliqué par les distributeurs d'eau. Mais une fois encore, ce n'est pas ma paroisse. Donc je pense que le retour en régie, bon ça, chaque collectivité fait comme il veut, ce qui n'est pas une mauvaise solution non plus, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de très bons ingénieurs dans les collectivités locales, il y a de très bons services, enfin, je veux dire, on n'est pas dans un système binaire, pas du tout. Je crois qu'il y a de la qualité partout du moment qu'on a de bonnes personnes aux bonnes places et qui font un bon travail. Il y en a aussi dans les collectivités locales. Donc il ne faut surtout pas opposer les collectivités locales, les régies aux acteurs privés. Je crois qu'il faut simplement dire, quel que soit l'opérateur, qu'il soit public ou privé, bon, la qualité doit être reconnue, doit être rémunérée à son juste prix. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on n'est certainement pas au juste prix. Merci pour cette réponse tout à fait claire et tout à fait cohérente qui nous fait effectivement avoir une vision plus globale au-delà des opérateurs, distributeurs d'eau, toutes les entreprises qui travaillent en amont sur la technicité. Alors Alain, on va passer aux innovations. 3 entreprises ont été sélectionnées parmi de nombreuses entreprises qui déposent leurs innovations à Polytech. Quels ont été les critères de sélection pour ces 3 entreprises ? Alors, on va commencer par la société Plymouth française qui, elle, s'attaque au problème de la détection des réseaux. Parce que quand on a une fuite, on ne sait pas très bien exactement la localiser. Lorsqu'on a des travaux à faire dans les villes, il arrive souvent qu'avec un coup de pelle, on arrache tout et puis il y a l'accident. Et la société Plymouth française a un système qui permet de détecter en 3D où se trouve le réseau. Alors prenez votre micro, parlez bien près. Je vais, si vous voulez bien, faire les manipulations. D'accord ? Si vous voulez. Comme ça, vous aurez les mains libres. Alors dites-moi. Alors, notre innovation Plival consiste à détecter, à localiser et à identifier tous les réseaux enterrés, eau, gaz, électricité, donc là, on télécom. a typiquement, si j'ai bien compris, je ne suis Un pas réseau. un spécialiste, là on a un tuyau dans lequel l'eau passe, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors Donc. nous, on vient appliquer ici ce composant, le filtraceur Plival, sur la génératrice supérieure de l'ouvrage. Donc vraiment, une fois que la canalisation est posée dans la tranchée, alors on va le voir à l'intérieur. Regardez. Le filtraceur. Voilà, on le fixe dessus, voilà, comme ça on voit bien, très bien. Nous le fixons par adhésif, tout simplement. Puis, nous venons le raccorder à ce deuxième composant, un affleurant. Oui, non, ça c'est une bouche à clé. Donc c'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer les vannes une fois la tranchée refermée. Donc on a transformé cet objet commun pour les réseaux d'eau en une bouche à clé détectable. Disons qu'elle est équipée ici d'un boîtier de connexion
D'accord, qu'on va voir ici, si vous le montrez à la Dans caméra, lequel- de ce côté-là, Voilà. voilà, comme ça. dans lequel nous venons connecter le Ça. fil traceur. D'accord, ici. Voilà. D'accord. Une fois ce fil traceur connecté et la tranchée remblayée, vous pouvez tout simplement venir injecter un signal électromagnétique directement sur cette borne. Le signal électromagnétique sera véhiculé par le fil traceur et pourra être capté par n'importe quel appareil de détection de signaux électromagnétiques. Nous proposons également des variantes pour tous les autres réseaux. Une borne universelle de détection, vous voyez ici, également équipée d'un boîtier, toujours affleurante, de façon à pouvoir venir se connecter pour injecter un signal électromagnétique. Il n'y a donc aucune contrainte de matériaux. Vous pouvez utiliser un réseau PE, PVC, fonte, ce que vous voulez. Et juste en venant rajouter un affleurant particulier, vous pourrez détecter en plan et en profondeur, en classe A, comme l'exige la nouvelle norme, votre réseau. L'avantage, c'est que dans votre métier, on se fait des muscles. C'est ça, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez aussi vous en servir comme haltère. Alors je ne pense pas que le supplément de poids de notre boîtier fasse beaucoup de différence, mais effectivement les TP ont Alors bien moi, l'habitude. ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord, est-ce que c'est opérationnel et sur quel type de réseau? Et est-ce que déjà vous avez eu des tests ou des retours en termes effectivement, de détection de fuite et d'opérationnalité de votre système? À ce jour, en effet, nous avons déjà réalisé 3 chantiers tests. Un premier chantier test dans l'enceinte même de Plymouth. Un second chantier test sur 1,5 km de réseau d'eau à Romilly-sur-Seine. Et un dernier qui s'est achevé récemment dans la région lyonnaise et qui est actuellement en cours de localisation, de test de localisation. Alors vous êtes à quel endroit dans le salon? Nous sommes au hall 6, stand 90, et nous avons une estrade qui permet à chaque visiteur de venir détecter lui-même le réseau d'eau que nous avons installé. Merci beaucoup pour avoir présenté cette innovation. Alors, deuxième innovation aujourd'hui, Alain? Deuxième innovation aujourd'hui, c'est celle qui est présentée par la société Sensus France et qui concerne là, le comptage de l'eau. Et là, un nouveau type de comptage, c'est-à-dire le comptage sans partie mécanique et que dont l'information peut envoyer sur un ordinateur. Et pour les distributeurs d'eau et même le particulier, c'est un outil merveilleux, je crois. Bonjour. Effectivement, donc l'innovation que nous apportons et ce que nous voyons traditionnellement sont des compteurs d'eau. Le compteur d'eau, je ne sais pas quand ça a été la dernière fois que vous avez regardé le vôtre, mais c'est une partie assez importante de notre métier qui en fait fait et compte et c'est le témoin du changement de propriété de l'eau. De l'eau potable dans ce cas. Et en fait, pendant des années, une des choses qui embête un petit peu tout le monde, c'est le vieillissement, c'est l'utilisation d'un compteur mécanique et donc tous les soucis qui vont avec. La société donc, a pris une vision un petit peu plus large. Et donc ce compteur aujourd'hui, il est statique, il est fait de matériaux composites, mais essentiellement la grande partie de l'innovation, c'est précisément de savoir franchir de cet affranchi de vieillissement. Donc aujourd'hui, une métrologie faite par ce composant, dans un jour premier, on va dire le premier jour d'utilisation, sera le même que 5 ans, 10 ans après. Donc en sachant qu'aujourd'hui... Parce que concrètement, pardon de cette parenthèse, concrètement, il y avait des dérives de comptage à partir d'un certain nombre d'années d'utilisation des compteurs mécaniques? Tout à fait. Donc les réseaux d'eau, je viens d'électricité, donc, les réseaux d'eau sont, je considère un petit peu le frère pauvre de ces réseaux. Donc, voilà. Il n'y a pas d'énergie, du moins dans les points de comptage, il n'y a pas d'énergie accessible. Il faut qu'ils comptent absolument à 100%. Donc, ils sont échangés tous les, je sais pas, ça dépend du pays. 5 ans par exemple pour l'Allemagne. Je pense que en France, ça va c'est tous les 5 ans, les compagnies changent les compteurs d'eau? En Allemagne, oui.
Après, il y a, comme par exemple en France, ça va jusqu'à 12 ans à peu près, parce que la qualité du réseau le permet. Mais il y a d'autres endroits où la législation, comme par exemple c'était la Roumanie, ça a changé, où quand, donc après que Ceausescu est parti, c'était tous les 2 ans. Donc le réseau était dans un tel état qu'en fait il fallait constamment changer, mais là pour des raisons d'opérationnalité, c'est-à-dire voilà, que le compteur marchait sable, plus. des produits chimiques, ce qu'on avait évoqué, etc., les différents types de pression. Et donc il y en a partout dans le monde, précisément tous les types d'utilisation que vont, comme par exemple en Arabie Saoudite, on va trouver beaucoup de sable, ça paraît idiot, mais il y a beaucoup d'eau de désalinisation aussi. En France, on peut dire que l'eau, elle est excellente, mais on va retrouver après d'autres types aussi Donc avec votre compteur, votre innovation, on augmente le délai, la durée de vie du compteur, voilà. Et surtout, on sécurise les données de consommation. Voilà. Donc une des on va dire des problématiques peut-être les plus grandes pour les compagnies d'eau, c'est précisément, vous évoquiez tout à l'heure, le prix de l'eau. Donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Et encore une fois, je ne suis pas une partie intéressée. Mais il faut savoir que tout ce revenu, il passe par un compteur à un moment donné. Donc il y a un transfert de propriété et il faut aller relever ce compteur. Donc, mais l'innovation, elle ne s'arrête pas là. Donc, ces compteurs, ils sont aujourd'hui dans l'extrémité d'un réseau. Et donc, à partir du moment où on commence à penser un petit peu plus large, on commence à se dire, très bien, mais ce point de réseau, il peut envoyer des informations vers un endroit, donc avec des données. Et une fois ces données corrélées avec d'autres types de données, on pourra sortir des informations avec lesquelles on peut revenir vers le réseau, comme par exemple sur les détections de fuite. Aujourd'hui, on dit un compteur, il détecte des fuites, mais il détecte des fuites qui comptent. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, s'il y a des dérives de comptage, s'il s'arrête de compter, par exemple, je pense que nous tous, en connaissant la petite goutte qui tombe dans le lavabo, donc beaucoup de compteurs avec un certain usage ne comptent plus ce genre d'eau. Je voudrais, Alain, juste un commentaire avant de poursuivre. Est-ce que depuis, parce que ça fait 7 ans que nous faisons Pollutech ensemble, me semble-t-il, on parle de ces problèmes de métrologie, de détection de fuite, etc. depuis très longtemps. Est-ce qu'on a fait quand même des progrès en France? Est-ce qu'on a réduit de manière significative les fuites depuis qu'on parle de ce sujet? Au niveau individuel, peut-être pas. Peut-être pas, parce que les gens, bon, ils laissent, c'est le petit robinet qui... Enfin, on voit quand même dans de nombreuses villes françaises, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, Lille, des travaux constamment sur les réseaux d'eau. Oui, sur les réseaux. Pour rien, non, mais je parle au niveau individuel. Au niveau des domestiques, oui. Non, au niveau domestique, c'est là. On a fait des progrès parce que c'est le problème du plombier, quoi. Monsieur Hegel, si vous avez un avis, donnez-le. Moi, je pense quand même qu'on a fait des progrès. Ouais. Oui. Y compris au niveau individuel. Je pense que notre plomberie, de manière générale, est quand même en meilleur état qu'il y a 10 ou 15 ans, comme l'ensemble de l'habitat. Donc ça y contribue. Mais je pense aussi que les grosses fuites sont sur les réseaux eux-mêmes. C'est là que ça se passe. Je crois qu'on a amélioré légèrement le rendement toutes ces dernières années, mais ayons en tête que 70% de notre réseau est quand même à refaire dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas mal, mais ça va vite se dégrader. Voilà ce que je dirais, à cause du non-renouvellement suffisant des réseaux anciens. Et à cause de quoi? De l'investissement. C'est un investissement. Que l'investissement, que les collectivités locales ne peuvent pas. Qui est le propriétaire des réseaux d'eau? C'est la collectivité locale? Les collectivités, oui. D'accord. Ouais. Et on n'est pas dans une logique de partenariat public-privé, enfin si, j'imagine, ou des grands opérateurs... À ma connaissance, il n'y a pas encore de PPP dans le domaine du réseau. Il y en a dans le domaine du traitement, pour certaines usines, et encore très peu. Parce que je dirais que dans ces milieux, on n'a pas besoin des PPP pour faire des concessions ou des DSP, puisque ça existait déjà. Ouais. Mais dans les réseaux, non. Ils appartiennent aux collectivités. Ils ont toujours appartenu aux collectivités, d'ailleurs, y compris du temps de Napoléon III. Ils ont été donnés en affermage aux grands opérateurs historiques français.
mais ils n'ont jamais été donnés en propriété. Oui, mais enfin, c'est bon. Alors, qu'ils n'ont jamais souhaité, d'ailleurs. Oui, mais alors, c'est une question qui ne trouvera pas de réponse, mais entre la RGPP et la crise, si les collectivités n'ont plus les moyens, dans les années à venir, d'entretenir leur réseau d'eau qui, me dites-vous, se dégrade, je pense que c'est quand même une question qu'il faut prendre à bras-le-corps. C'est une question fondamentale. Oui, parce que sinon, on n'arrivera pas à trouver de l'argent. Vous savez, c'est la même problématique que sur les voies ferrées. Oui, bien sûr, tout à fait. En un mot, Alain. Actuellement, il y a une nouvelle maintenant réglementation qui limite normalement les fuites à 15%. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien qu'il y a des endroits où il faut faire quelque chose. Comme disait M. Hegel, les réseaux sont souvent assez vieux, mais c'est un coût pour les remplacer. Hein. Un dernier mot, rapidement. Donc, rapidement, je pense que le débat il va dans le bon sens. Donc, c'est précisément ce qu'on... Oui, là, vous travaillez aussi bien pour l'usager que pour le distributeur. Effectivement. Dans un sens comme dans l'autre. Effectivement. Hein, très bien. Troisième innovation, Veolia Water, qui nous rend visite. Bonjour. Bonjour. Alors, Alain. Alors, ça, maintenant, c'est du monitoring en ligne, c'est-à-dire c'est ce que l'on recherche dans les villes durables, disons, d'avoir du monitoring sur la qualité de l'eau. Alors, on peut relier ça à l'émission qu'on a présentée hier avec Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon, sur l'écoquartier de la Confluence. Et on était dans une smart communauté, c'est-à-dire on n'est plus dans les smart grids, on est dans une smart communauté qui permet aussi bien de mesurer la consommation d'énergie que de mesurer la consommation d'eau. Donc voilà, là on est vraiment dans ce scope-là des nouveaux quartiers, des nouvelles installations. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on va rebondir peut-être aussi sur la partie patrimoine. C'est-à-dire là, on a beaucoup parlé des problématiques de renouvellement de canalisation, et ça fait partie de la stratégie de Veolia en tant que je dirais, assistance à la gestion de ce patrimoine auprès des collectivités, de fournir de nouvelles solutions de monitoring, beaucoup plus ce qu'on appelle smart, entre guillemets, intelligents, des réseaux de capteurs intelligents qui vont leur permettre de mieux gérer et de mieux renouveler leur infrastructure et leur patrimoine, que ce soit d'ailleurs l'eau potable comme l'assainissement. Et ça, c'est une des ambitions de Veolia sur ce domaine. Alors Endetech, parce que vous êtes en fait le vice-président de Endetech, c'est Endetech qui présente l'innovation, hein. Tout à fait. Endetech est en fait la filiale de Veolia, Water Solutions and Technology, qui est dédiée au développement de ces nouveaux réseaux de monitoring, de réseaux de capteurs, qui ont pour but de, je dirais, pas uniquement de traiter la partie gestion de fuite ou perte en eau, mais aussi d'adresser les questions de qualité sanitaire. Vous l'avez dit très justement que les réseaux vieillissent et vieillissent très rapidement, et ça implique à la fois des fuites, mais aussi des problèmes de sécurité sanitaire, avec les intrusions volontaires ou involontaires. Alors vous avez amené un petit schéma qu'on a en taille giant size derrière nous, donc vous le voyez bien, j'espère. Tout à fait. Voilà, enfin il est un petit peu, moi je le vois pas très bien parce que je suis de dos, mais effectivement, qu'est-ce qu'il montre ce schéma? Ce schéma nous montre en fait une portion de réseau qu'on souhaite équiper à la fois de capteurs qui permettent ce qu'on appelle en anglais, j'utilise un anglicisme, mais qui sont les early warning systems, des systèmes de détection précoce, donc qui vont permettre de reconnaître des changements anormaux de la qualité d'eau. Et puis d'autres produits, donc c'est la deuxième, on a deux gammes dans Endetech, une gamme Capta donc pour la détection précoce d'événements, et une gamme Tecta qui sert à l'identification de ces contaminants. Donc ce sont les deux gammes de produits qu'on utilise et qu'on propose à nos clients pour sécuriser leur réseau d'eau potable. Alors Alain, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur cette innovation. Je vous laisse... Qu'est-ce que vous entendez par une offre smart ? Une offre smart. Une offre smart, on utilise souvent le terme de smart à tout va, notamment pour les smartphones. L'idée derrière, c'est d'avoir une offre qui est intelligente pour le client, à savoir qui lui permet donc d'avoir une installation rapide de ce type d'infrastructure, une infrastructure qui est déjà intégrée, c'est-à-dire qu'il n'a pas... C'est compliqué quand on regarde l'installation de réseaux de capteurs, il faut à la fois les principes de mesure, la partie communication, le stockage des données, et la transformation de ces données en une information intelligible par l'opérateur qui va gérer le réseau. Et donc pour nous, une offre smart, c'est fournir cet ensemble-là qui fonctionne et qui est pratique pour le client. Alors, vous travaillez sur des réseaux existants ou de nouveaux réseaux.
Donc nouveau réseau, j'imagine qu'il n'y a pas trop de problèmes. Comment travaillez-vous sur les réseaux existants? Comment les améliorer? Parce que c'est quand même, que ce soit pour l'eau, l'électricité, enfin peu importe les énergies, quand on peut parler de nouvelles villes durables, quand on s'attaque à l'existant, c'est des fois un petit peu compliqué. Oui, parce qu'effectivement, les réseaux évoluent en permanence et on a besoin d'avoir des éléments de monitoring de cet environnement. Il faut savoir que les réseaux d'eau, il y a des milliers de kilomètres pour une ville, donc c'est des infrastructures qui sont très peu connues, où on a très peu de données de temps réel. Et toute la partie compteur d'eau, télérelève, etc., sert à engranger de l'information pour mieux piloter ces infrastructures. Et donc toute l'offre de Veolia et d'Endetech dans ce domaine, c'est de pouvoir fournir les outils de contrôle et de pilotage de ces grands procédés, entre guillemets. Une dernière question, sans dévoiler le secret industriel, qu'est-ce que vous avez connu, innovation en cours? Bon, dans les innovations en cours, on a d'abord, effectivement, des produits dédiés à la qualité d'eau potable sous toutes ces variantes, pour des réseaux qui soient chlorés ou non chlorés, mais on essaye de travailler sur le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire à la fois la protection de la ressource, c'est-à-dire comment suivre aussi les rivières, les lacs ou les forages pour pouvoir prévenir d'éventuelles contaminations et donc anticiper différents problèmes de distribution d'eau potable ou de production d'eau potable, et à la fin du cycle, c'est-à-dire le suivi en rejet dans le milieu naturel, avec le suivi des réseaux d'assainissement, qui sont aussi des grandes infrastructures sur lesquelles il y a beaucoup de travail à faire en termes de gestion de patrimoine. Je ne vous ai pas demandé où vous vous trouviez dans le salon. Alors nous sommes dans le hall 5, à côté sur le stand de Veolia Eau. Et Sensus? Nous sommes sur le hall 6 aussi. 6J140. Alain connaît tous les stands par cœur. Il les apprend depuis des mois, donc il peut vous dire chaque société se trouve à tel endroit. Alors, monsieur Hegel, vous êtes le grand témoin finalement de cette émission, que vous nous fassiez un petit commentaire, une petite analyse sur ce que vous avez entendu. Il y a les grands groupes qui innovent, il y a des PME qui innovent, des TPE aussi, j'imagine, qui innovent. Donc c'est bien la preuve que dans le domaine de l'eau, il reste un champ d'innovation très très large. Hein. Oui, et je pense que le panel de sociétés que nous avons devant nous aujourd'hui montre justement très très bien la variété de gamme de sociétés dans ce domaine de l'innovation. Les petites sociétés sont aussi très innovantes, sont aussi parfois beaucoup plus réactives que les grands groupes. Ça, c'est quand même une chose à pouvoir mettre en avant. On peut passer de l'idée à la réalisation très très vite dans une PME. Donc, avec moins d'argent quelquefois, mais beaucoup plus vite. Oui, plus vite. Bon, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de discrimination à ce stade. Moi, j'ai été très intéressé par cette innovation de Plymouth. J'aurais peut-être juste une question. On ne peut pas le refaire sur des réseaux anciens. Non, effectivement. Ouais. C'est bon. Effectivement, ce système s'applique sur les réseaux neufs ou modifiés. Vous pouvez l'appliquer s'il y a une fuite à corriger et que vous changez un tronçon du réseau, l'appliquer sur ce tronçon du moment qu'il y a une bouche à clé à chaque extrémité. Donc je pense que la prochaine innovation, c'est de pouvoir trouver une solution permettant d'identifier les vieux réseaux. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on crée un réseau nouveau, normalement, on devrait garder les plans. Le problème, c'est pas encore garanti, mais normalement, on a plus de chances d'avoir les plans d'un réseau neuf. Alors, on va pas rentrer dans un débat parce qu'on a le temps de nous avait compté. En tout cas, c'est voilà, la question que vous posez est bien sûr au centre finalement du débat. Alors, on aurait pu parler des ressources en eau dans une émission eau, mais on est à Polytech, c'est les solutions techniques, technologiques pour l'eau. On voit bien que la grande problématique, c'est la vétusté des réseaux. Le cas se pose en France, le cas se pose dans d'autres pays. Ben voilà, je crois qu'il y a un plan eau, un plan réseau d'eau peut-être à mettre en œuvre. Les pouvoirs publics y réfléchissent peut-être. Peut-être cela fera-t-il partie aussi du redressement productif de la France que d'engager des grandes remises à niveau des réseaux. En tout cas, on a fait un constat, c'est que l'innovation existait et qu'il y avait encore du boulot pour vous. Donc, bonne chance sur le salon. Merci, monsieur. Merci, Alain. On se retrouve tout à l'heure pour la grande émission Innovation, Industrie durable. Et nous, dans un petit quart d'heure, pour parler encore d'eau, mais cette fois-ci d'eau et santé et du rapport aujourd'hui de l'homme à la ressource eau. À tout de suite.